Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. André Rajoelina, président de la République, a confirmé l'importance capitale de la transition énergétique en matière de mise en œuvre d'une industrialisation effective lors de son allocution en marge de l'ouverture officielle de la 8e édition de la Semaine de l'Industrie de la SADC ce jour. La coopération médicale entre la Chine et Madagascar célèbre cette année son 50e anniversaire. En effet, les premiers médecins chinois envoyés dans le cadre de la mission médicale du gouvernement chinois sont arrivés sur la Grande Île en 1975. Le taux d'inscription auprès des écoles privées est encore en dessous des 50% actuellement. Les écolages restent pourtant inchangés si les droits d'inscription et les frais généraux ont connu une légère hausse. Cependant, face aux difficultés financières des ménages, les écoles n'ont encore exigé le paiement des droits d'inscription et des frais généraux. En Ukraine, au moins 20 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées dans des frappes russes sur les régions de Zaporijia et de Dnipropetrovsk en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, selon les autorités. À la une des actualités, André Rajoelina, président de la République, a confirmé l'importance capitale de la transition énergétique en matière de mise en œuvre d'une industrialisation effective lors de son allocution en marge de l'ouverture officielle de la 8e édition de la Semaine de l'Industrie de la SADC. Ce jour, conscient du rôle clé que joue l'industrialisation pour booster la croissance économique, André Rajoelina accélère et investit massivement dans la mise en place de la production d'énergie verte et abordable à la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique national est passé à 28% entre 2020 et 2024 selon le numéro 1 du pays, Aftiam Nadoni et Yves Rasset. Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente, c'est le thème de cette 8e édition de la Semaine de l'Industrie de la SADC, accueillie à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Une matière à réflexion qui s'aligne avec la priorité de l'État malagasy, selon André Rajoelina, président de la République, qui a eu l'honneur de donner le temps de l'ouverture de l'événement. La promotion de l'industrialisation et de la transformation du système agricole et de la transition énergétique pour une SADC résiliente répond également aux défis auxquels l'Afrique australe doit faire face, selon André Rajoelina. Le thème que nous traitons ensemble est déterminant et surtout urgent. Urgent car nos économies doivent résister aux chocs extérieurs. Urgent car notre jeunesse attend des emplois dignes et durables. Urgent car nous devons préparer une Afrique souveraine, innovante et conquérante. La SADC a le potentiel de devenir une région et une zone industrielle de référence sur le continent africain. Et Madagascar est prêt à jouer son rôle dans cette dynamique. Lors de son allocution, le numéro 1 du pays a particulièrement mis l'accent sur l'importance de la transition énergétique pour une industrialisation efficace à Madagascar. Le régime Rajoelina accorde une priorité à la transition énergétique en ce deuxième mandat, conscient de la codépendance entre une production verte et à faible coût, l'industrialisation et la croissance économique. Au cours de ces dernières années, nous avons inscrit l'industrialisation et la transformation agricole dans nos priorités nationales. Nous savons qu'il n'y a pas de croissance économique sans création d'emplois. Et cette création d'emplois ne peut être effective sans industrialisation. Et l'industrialisation dépend de la production d'une énergie fiable et abordable. Et actuellement, nous sommes en train d'accélérer et de faire un grand pas dans ce domaine. Et je tiens à partager avec vous
que notre part d'énergie renouvelable, le mix énergétique national, est passé de 16% à 28% entre 2020 et 2024. Et à partir de cette année, l'État investira dans l'installation de parcs solaires de 100 MW par an, 100 MW par an, pour atteindre un objectif de production de 70% d'énergie propre d'ici 2028. Nous allons constater donc la transformation de notre pays, surtout à travers la mise en place des parcs solaires dans tout le pays. Madagascar est fier de prendre activement part au dynamisme régional de la SADC, selon le chef de l'État, pour la transformation du système agricole à Madagascar et en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire du pays. La politique agricole de l'État soutient la mécanisation et l'utilisation d'intrants de bonne qualité, a fièrement révélé le chef de l'État lors de cette ouverture de la 8e édition de la Semaine de l'Industrie et de la SADC. Nous avons fait de la transformation agricole notre cheval de bataille, car nous savons que nos terres fertiles et notre agriculture sont nos armes les plus puissantes pour lutter contre la pauvreté. À titre d'exemple, en mécanisant nos agricultures et en accompagnant nos paysans, nous pouvons tripler, voire quadrupler notre production rizicole en passant de 2,5 à 9, voire même 12 tonnes à l'hectare à l'horizon des prochaines années. Cette 8e édition réunit plus de 500 participants venus des 16 États membres de la SADC. Toudrabe Mananzar, administrateur général de TV+ Madagascar, figure parmi les invités d'honneur. La coopération médicale entre la Chine et Madagascar célèbre cette année son 50e anniversaire. En effet, les premiers médecins chinois envoyés dans le cadre de la mission médicale du gouvernement chinois sont arrivés sur la Grande Île en 1975. C'est en 1975 que la première équipe médicale chinoise en provenance de la province de Gansu est arrivée à Madagascar. Depuis, 24 missions médicales regroupant près de 700 professionnels de santé ont été déployés dans tout le pays, offrant des soins dans les spécialités telles que l'obstétrique, la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'orthopédie ou encore l'otorhinolaryngologie. En traversant les océans, plus de 700 médecins chinois ont offert des soins médicaux dans les 4 hôpitaux malagasy, grâce à des échanges actifs avec leurs homologues locaux. Ils ont non seulement introduit des techniques médicales emblématiques de Chine comme l'acupuncture et la chirurgie mini-invasive, mais aussi renforcé durablement les capacités médicales malagasy, ainsi formant une équipe médicale compétente et ancrée localement. Les contributions de la mission médicale du gouvernement chinois vont bien au-delà des soins médicaux gratuits prodigués à des milliers de patients. Elles comprennent également le transfert de compétences à travers des formations continues ainsi que la création du Centre de médecine traditionnelle chinoise, témoignant de la richesse des échanges entre les savoirs médicaux des deux pays. Ces médecins ont non seulement introduit des techniques médicales emblématiques de la Chine, comme l'acupuncture, mais ils ont aussi contribué au renforcement durable des capacités médicales malagasy en formant une équipe locale compétente et ancrée sur le terrain, a souligné le ministre conseiller de l'ambassade de Chine à Madagascar. Aux côtés de leurs collègues malagasy, ils ont combattu côte à côte les pandémies de peste et de Covid-19. Ces 2 dernières années, ils ont organisé 30 campagnes de consultation médicale gratuite dans diverses régions, apportant soins et médicaments à plus de 9600 habitants en zone rurale. En outre, la mission chinoise a formé plus de 160 membres du personnel médical dans les hôpitaux partenaires locaux, réalisé pour la première fois plusieurs opérations complexes, comblant ainsi les lacunes techniques à Madagascar.
Présents notamment dans les zones enclavées, ces médecins ont soigné et soulagé près de 5 millions de patients d'après le bilan présenté par OnePeng. Ils ont également réalisé plus de 130 000 interventions chirurgicales au cours de ces 5 décennies. Par ailleurs, les membres de la mission médicale chinoise ont apporté un soutien actif dans la lutte contre les épidémies majeures à Madagascar, telles que la peste ou encore la pandémie de Covid-19. Parallèlement, ils organisent régulièrement des sessions de formation continue pour les médecins malagasy, favorisant ainsi un transfert de compétences pérennes. Le soutien chinois s'est intensifié ces dernières années, notamment avec la construction du centre hospitalier universitaire d'Anusial, tant de la Chine et l'appui logistique et technique apporté pendant la crise de la Covid-19. La Chine a ainsi fourni du matériel médical essentiel et un accompagnement stratégique dans la gestion de la pandémie. Un autre faux compte qui porte le nom de Rakout Rabé qui usurpe l'identité du vice-président du Sénat Nicolas Rabé-Mananzar a fait son apparition depuis quelques jours sur les réseaux sociaux actifs. Le compte publie toutes les actualités concernant le vice-président du Sénat Nicolas Rabé-Mananzar dans des stories. Le compte partageait également plusieurs témoignages liés à des prêts financiers. Une chose est sûre, ce n'est que de l'escroquerie. Pareil pour le compte au nom du président du Sénat, le général Ravalman Richard, qui essaie de soutirer de l'argent aux individus les moins vigilants. Reportage de Zoura Barzoun. Voici le nouveau compte qui usurpe l'identité de Nicolas Rabé-Mananzar. On peut retrouver toutes les photos du vice-président du Sénat dans le fil d'actualité de ce faux compte au nom de Rakout Rabé. Ce jour, ce compte a partagé plusieurs stories dans lesquelles on peut voir plusieurs personnes faire un témoignage à propos des prêts financiers qu'elles ont réalisés. Bonjour à tous. Je remercie infiniment Global Investissement d'avoir satisfait honnêtement. J'ai investi 250 000 j'ai effectivement reçu de gain de 2 millions de dollars dans du temps. Et j'ai fait tous mes frères, les proches d'investir aussi. C'est génial, oui, c'est génial. J'ai beaucoup de confiance à cette Global Investissement. Merci beaucoup à tous. C'est la 4e fois que le nom du vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar, est utilisé par des escrocs sur Facebook. Bien que des plaintes aient déjà été déposées auprès du service de la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, des arnaqueurs continuent de sévir sur Facebook. Le vice-président du Sénat, chargé du Triangle du Sud, Nicolas Rabé-Mananzar, sur son compte officiel, a invité la population à faire preuve de vigilance face aux agissements d'individus mal intentionnés qui usurpent son identité sur les réseaux sociaux. Il a ajouté qu'il ne peut être tenu pour responsable des actes de ces escrocs. Idem pour le cas du président du Sénat, le général Ravalman Richard, dont l'identité est aussi usurpée sur les réseaux sociaux. Les arnaqueurs derrière le faux compte au nom de ce dernier demandent aux citoyens peu vigilants le paiement d'une somme d'argent dans le cadre d'un recrutement fictif en tant que fonctionnaire. Sur sa page Facebook officielle, le Sénat a tenu à informer les citoyens que le président du Sénat ne réclame d'argent à personne sur les réseaux sociaux. Toujours sur son réseau social, le Sénat a sensibilisé les utilisateurs du Facebook à être vigilants face au piratage de comptes. Le taux d'inscription auprès des écoles privées est encore en dessous des 50% actuellement. Les écolages restent pourtant inchangés si les droits d'inscription et les frais généraux ont connu une légère hausse. Cependant, face aux difficultés financières des ménages, les écoles n'ont encore exigé que le paiement des droits d'inscription et des frais généraux dans l'attente de la prochaine rentrée scolaire fixée. Pour le 8 septembre prochain, des formations sont actuellement dispensées aux enseignants. Les infrastructures existantes font également l'objet d'améliorations, non seulement pour améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi et surtout pour augmenter la capacité d'accueil des établissements, d'après les précisions. Récit de Mampina Jambluna et Omeka Ranevzona. Pour cet établissement scolaire privé Cisalasour, les réinscriptions et les inscriptions
ont déjà débuté depuis ce mois de juillet. Une lenteur dans les inscriptions a cependant été notée selon la directrice de l'école. En effet, le taux d'inscription est seulement de 50% à un mois de la rentrée pour la nouvelle année scolaire 2025-2026. Les parents auront pourtant jusqu'au début septembre pour se faire si des places restent encore disponibles, notamment pour les nouveaux élèves. Cette année, l'école a décidé de maintenir les frais de scolarité au même tarif que celui appliqué lors de la précédente année scolaire. Au vu des difficultés financières des parents, les responsables de l'école ont décidé de ne pas augmenter les écolages. Toutefois, une légère hausse des droits d'inscription et des frais généraux a été appliquée, ceci afin d'assurer la réparation et l'entretien de l'école selon les précisions. C'est l'inverse que l'on peut observer auprès de cette école privée d'Anousbé. Une baisse des droits d'inscription a été notée, tandis que les frais généraux et les écolages ont été maintenus. Cette stratégie a été mise en place pour inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, précise la directrice d'établissement. À part cela, l'école n'exige que le paiement des droits et des frais généraux lors des inscriptions. L'écolage du mois de septembre pourra être payé lors de la rentrée. En attendant la prochaine rentrée scolaire fixée pour le 8 septembre prochain, les établissements scolaires privés s'attellent aux réparations et la construction de nouvelles salles de classe. Toujours pour cette école privée à la Souge, les bons résultats qu'obtient chaque année l'établissement encouragent les autres parents à inscrire leurs enfants auprès de cet établissement. Pour augmenter la capacité d'accueil de l'école donc, des investissements étaient entrepris à travers la construction de 5 nouvelles salles de classe. Concernant l'amélioration de la qualité de l'éducation en général, les enseignants suivent des formations pendant les vacances selon les explications. Ils effectuent en parallèle les répartitions et confectionnent les emplois du temps pour la nouvelle année scolaire 2025-2026. Passons maintenant aux actualités internationales. En Ukraine, au moins 20 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées dans des frappes russes sur les régions de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi selon les autorités locales. Le reportage de France 24. Comme un pied de nez à l'ultimatum lancé par Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine frappe l'Ukraine dans une série de bombardements meurtriers. 2 régions ont été touchées non loin du front durant la nuit, celle de Dnipropetrovsk et de Zaporizhia. Une colonie pénitentiaire y a été presque entièrement détruite. Il s'agit d'un autre crime de guerre commis par les Russes et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas stoppés. Le régime de Poutine doit faire face à des sanctions économiques et militaires qui le priveront de sa capacité à faire la guerre. Cette frappe intervient 3 ans jour pour jour après l'attaque aérienne contre la prison d'Olenivka dans l'est de l'Ukraine, alors que des commémorations se déroulaient à Kiev. À l'époque, plus de 50 prisonniers ukrainiens avaient péri. Le scénario semble donc se reproduire sans que l'on sache si la coïncidence est intentionnelle. Plusieurs personnes ont également été tuées dans différentes localités plus au nord. La veille, Donald Trump avait fixé un nouvel ultimatum à la Russie, sous peine de sanctions économiques américaines sévères. J'ai fixé une nouvelle date limite d'environ 10 ou 12 jours à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. L'ex-président russe Dmitry Medvedev a laissé entendre que ces déclarations ouvraient la voie à un conflit à plus grande échelle avec les États-Unis. Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, a-t-il ainsi déclaré lundi. Le Kremlin, plus prudent, s'est pour l'heure abstenu de réaction directe. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. A tout de suite.